tout à fait. Il se trouve que j'ai fait de la recherche, j'ai fait un PhD aux mines, ça c'est un côté. Je suis toujours resté assez proche en donnant des cours du monde académique. Et quand j'étais DSI de l'INSERM, en 2010, donc c'est la recherche en biosciences, en visitant les labos, je me suis rendu compte que les chercheurs allaient de plus en plus trouver des modèles, ou disons trouver des idées dans les datas. Et notamment en génomique ou en protéomique. En génomique, les séquenceurs au débit faisaient exploser le nombre de données. Voilà. Et je me suis intéressé à ce sujet pour aider les labos. Et donc j'ai écrit le Big Data, le que sais-je le Big Data. Donc ça c'est la seconde édition. Alors c'est un livre qui est orienté décideurs d'entreprise, DSI en gros, pour factualiser, rationaliser et peut-être rendre un peu scientifique des sujets sur lesquels l'imagination est quasiment au pouvoir chez les personnes du marketing. Hein, que quand on est DSI, on peut passer sa journée à entendre des gens qui avec 2 ronds et 3 carrés ont changé la course des planètes. Hein, voilà, ça s'appelle des commerciaux. Donc voilà, donc c'était pour donner des éléments tant sur la technologie. On en parle assez peu, mais faire du big data avec un carton à chaussures et des fiches Bristol, on ne va pas très loin. Hein, donc les technologies sont importantes. Il faut comprendre les évolutions en cours et possibles sous quelque temps. Les maths sont très importantes. En gros, les stats pour aller chercher des modèles dans les données. On peut appeler ça le machine learning, mais ce sont des démarches inductives. Sont des démarches inductives. Donc les maths sont importantes. Alors c'est pas un livre de maths, mais ça donne certains points d'entrée là-dessus. Et puis tous les sujets de gestion d'entreprise pour, disons, bien focaliser les approches big data et également gérer ces projets qui sont assez particuliers. Ça progresse, hein. Vous avez les 3 grandes lois de l'informatique qui sont la loi de Moore pour la capacité à traiter des données, les lois de Kerck et de Nielsen, la capacité à transmettre les données, et la loi de Crider, la capacité à stocker les données. Donc tout ça, ça progresse gentiment. Donc on stocke de plus en plus de données. Alors les puissances 2000 sont terribles, mais les progrès sont très marqués. C'est une chose. Il y a de plus en plus de data à travailler parce qu'on a de plus en plus de traces d'activité. Hein. Le numérique imprègne le monde, donc vous avez de plus en plus de traces d'activité. Il y a aussi tout ce qui est aversion au risque et régulation. Là, on a parlé ce matin, j'animais une table ronde avec des personnes venant de banques. Les banques, sur la lutte anti-blanchiment, ils se prennent environ 10% de plus de lignes de règles tous les ans. C'est un projet. Et surtout, se profile à l'horizon la responsabilité pénale du président de la banque. Et donc ça, aller en prison, en général, les gens, ils n'aiment pas trop et ils se motivent. Donc non, il y a des vrais sujets. J'enseigne au corps des mines. Et il se trouvait qu'il y a quelques années, le DSI de Tracfin, qui est un organisme de renseignement. Hein. Vous n'avez pas les noms sur l'organigramme. Donc le DSI de Tracfin, on a discuté sur tous ces sujets-là et comment les technologies pouvaient aider Tracfin, donc je pense qu'ils se débrouillent assez bien, mais aussi par exemple les banques, pour économiser des personnes qui, eux, vont regarder si tel mouvement est suspect, telle famille est suspecte, telle personne est suspecte, etc. Et ça concerne tout le monde, hein, y compris les notaires. Donc, vous avez des sujets, vous avez la régulation qui impose des choses. Là, avec l'écologie, vous allez avoir de plus en plus à justifier le fait que vous avez un bilan carbone super bas. Voilà. Et donc, vous avez de plus en plus de données, il y a une importance sur certains sujets grandissante, et donc ça se développe. Alors, il y a le nombre d'entreprises qui parlent de données est plus important que ceux qui parlent d'une grosse utilisation qui est l'intelligence artificielle. Il y en a plus. Et par exemple, les postes de data engineer sont davantage sous tension que les postes de data scientist aujourd'hui. Donc, les data, c'est le début des algorithmes d'intelligence artificielle, et c'est un début qui est important, et de plus en plus de data. Voilà. Donc c'est un peu ça. Après, je pense en développement, disons, de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est quasiment en no-code. Enfin, on tape très peu de lignes de Python par exemple pour TensorFlow Keras, qui est le framework de Google en intelligence artificielle, enfin en réseau de neurones plus précisément, profond.
On lance quelques lignes, on est quasiment en no-code. Avec l'auto-machine learning, je pense qu'on va aller vers le no-math. Pas de mathématiques, hein, c'est le framework qui se débrouille pour trouver le bon algorithme. Alors aujourd'hui, c'est pas très performant aujourd'hui, mais je pense qu'il va y avoir une séparation des tâches pour lesquelles l'automatisation marche pas mal, on va laisser à l'auto-machine learning. Et puis pour d'autres tâches, ce sont les data scientists qui vont intervenir. On avance vers le no label, pas d'étiquette. Donc ça pénalise beaucoup le fait d'avoir à étiqueter les données d'entraînement. Ça coûte et ça prend du délai par rapport au réel. Et Google, entre autres, investit beaucoup sur le machine learning renforcé. C'est-à-dire qu'on n'étiquette pas les données d'entraînement, il y a une fonction de probabilité qui va donner la résultat. Alors, dans certains cas, on ne peut pas faire autrement. Quand on a une voiture soi-disant autonome, parce que ça ne va pas arriver tout de suite, on ne peut pas dire c'est bon, il n'y a pas de piéton écrasé ou c'est pas bon, on est obligé de passer vers un peu plus subtil. Voilà. Donc ça, c'est la troisième étape. Et je pense que l'étape, alors peut-être ultime, enfin, en tout cas une étape qu'on voit, c'est le dataless, c'est-à-dire qu'on achètera directement des algorithmes. Par exemple aux acteurs du cloud, hein, qui concentrent une quantité étonnante de données, qui font d'ailleurs souvent étiquetées par leurs clients, et des capacités de traitement. Donc, ils vont, je pense, vendre des algorithmes. Alors, il y a quelques années, j'avais discuté avec la CDO d'un site marchand qui vend des chaussures, et donc elle espérait mettre en place un algo où aussi, par exemple, voilà, je trouve vos chaussures magnifiques, je les prends en photo ou dans la devanture d'un magasin, et j'envoie ça à son site marchand qui dit c'est tel modèle, on le fait à tel prix. Parce que c'est pas évident de décrire des chaussures. Bon. Et donc, alors, je crois qu'elle n'a pas réussi, mais c'est un mode de distribution complètement nouveau. Où vous envoyez pour l'anniversaire de votre épouse à un fleurier 3 photos de fleurs, dont j'en veux 2 comme ci, 5 comme ça et 20 comme ça. Et il va y avoir une reconnaissance des fleurs et ça va envoyer en disant il faut tant de fraisias, tant de machin, etc. Donc, et ça, je pense qu'on achètera directement des algorithmes. Alors il faudra quand même des mathématiciens pour s'assurer qu'ils sont faits à partir de données qui correspondent, etc. Mais je pense que c'est une phase qu'on verra. Alors c'est difficile. Prévoir, c'est difficile, surtout le futur, mais je pense que ça va venir. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on a appelé le renouveau de l'intelligence artificielle autour des réseaux de neurones profonds qui font des choses assez stupéfiantes. Je veux dire, en reconnaissance d'image, en reconnaissance de la parole. Moi, je montre à mes étudiants, vous avez Mala qui a une chaire au Collège de France, qui est un géomètre et qui remplit des tableaux d'équations. Enfin, c'est vraiment difficile à le suivre. Et il a donné une démonstration d'un algorithme qui séparait deux conversations qui étaient complètement mélangées. Et il dit c'est stupéfiant. Et il y a vraiment des choses stupéfiantes. Voilà. Alors, ce qui amène à une difficulté, je pense, de mise en place en entreprise, qui est aujourd'hui, vous avez une réelle tension entre les performances et l'explicabilité des algorithmes. En gros, le moins performant et le plus explicable sont les arbres de décision, parce qu'on suit le truc, on s'y repère, et le plus performant et le moins explicable, ce sont les réseaux de neurones profonds. Donc, et là-dedans, je pense que le grand défi est de pouvoir travailler avec des réseaux de neurones profonds dont personne ne comprend le fonctionnement. Alors pour des tas de sujets, c'est pas très grave si on loupe un truc. Pour des sujets asymétriques, par exemple la vie et la mort, hein, c'est assez facile de passer de la vie à la mort. L'inverse est un peu plus challenging. Voilà. Là, vous n'avez pas vraiment de fonction mathématique qui vous dit ça. Et donc, et là, c'est difficile. Et j'ai travaillé avec 2 grosses banques en réflexion sur, en gros, comment peut-on demander à une personne qui va prendre des décisions sur la base d'algorithmes auxquels il ne comprend pas, mais personne ne comprend rien, comment on peut lui demander, est-ce qu'on peut lui demander de porter la même responsabilité que dans d'autres styles de décision? Voilà. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille. Alors, il y a les technologies travaillent dessus, mais il n'y a pas que peut-être des réponses technologiques, même si ça compte énormément. Voilà.